les femmes africaines produisent à elles seules 65% du PIB du continent. Une des explications de ce chiffre réside dans le fait que près de 22% des femmes en Afrique sont entrepreneurs, ce qui représente le taux le plus élevé à l'échelle mondiale. Alors, si l'entrepreneuriat des femmes est si important, le digital peut-il aussi leur permettre de prendre réellement la place qu'elles méritent dans la société africaine, que ce soit au niveau économique, bien sûr, mais aussi au niveau social ou politique? En effet, si les femmes comptent dans l'économie africaine, c'est encore loin d'être le cas au niveau politique, par exemple, car elles représentent seulement 24% des parlementaires en Afrique subsaharienne et 19% en Afrique du Nord, même si de ce point de vue-là, le reste du monde est loin d'être un idéal. Sur le plan du numérique, si le continent africain connaît un taux de croissance du nombre d'internautes le plus élevé de la planète, soit 20% par an selon le rapport 2018 Global Digital de We Are Social, c'est aussi celui qui connaît les taux de pénétration d'Internet les plus bas, 34% en Afrique contre 80% en Europe. Par ailleurs, en Afrique subsaharienne, si les femmes sont 30% plus actives dans les startups que les hommes à niveau de diplôme équivalent, c'est aussi le continent où l'écart entre les hommes et les femmes ayant accès à Internet est le plus élevé, soit 8%, avec 21% de femmes ayant accès à Internet contre 29% pour les hommes, selon les données de l'Union internationale des télécommunications. Alors, comment profiter du web pour valoriser le rôle de la femme en Afrique? La tech est-elle un facteur d'inclusion des femmes? Comment doper la dynamique entrepreneuriale des femmes africaines à travers le digital, l'éducation des filles et l'accès au numérique est-il suffisant sur le continent? Pour débattre de ces paradoxes et essayer de répondre en partie à ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui 6 femmes d'origines différentes et dignes représentants de la femme digitale en Afrique. Alors, je vous présente ici autour de cette table virtuelle, au Burkina Faso, Marguerite Bonane Ouedraogo, présidente de la Commission de l'informatique et liberté du Burkina Faso. Au Burkina Faso toujours, Enyota Jomeda, professionnelle chargée de la régulation de l'économie numérique à la direction de l'économie numérique de la Commission de l'UEMOA. En République du Congo, nous avons Séné Osebi, fondatrice et présidente de Sport News Africa. En Côte d'Ivoire, Cynthia Aissi, directrice générale de Kiops Tech. Au Sénégal, Fatim Nyong-Nyox, directrice exécutive de Jocolabs. Et enfin, au Cameroun, Enon Jokeng Tebo, directrice des relations publiques pour la zone CEMAC de Huawei. Alors, mesdames, pour commencer, je vous propose, après vous être présentées, de nous dire si vous pensez que le digital est un réel facteur d'émancipation des femmes en Afrique et nous donner votre avis général sur la question avant que nous allions ensemble dans le détail. Je laisse pour cela la parole à Marguerite Ouedraogo. Marguerite, nous vous écoutons. Alors, Marguerite, il faut activer votre micro. Voilà. Excusez-moi. D'accord. Bonjour à tous. Je disais que c'était un plaisir pour moi de participer à cette conférence. Et c'est la première fois. Et je suis Marguerite Ouedraogo Bonané, présidente de la Commission de l'informatique et des libertés. Donc, pour répondre à cette question qui a été posée de savoir si le digital est un réel facteur d'émancipation des femmes en Afrique, je dirais que oui, parce que la femme africaine aujourd'hui qui utilise le digital dans le cadre de ses activités rémunératrices et s'épanouit du produit de ses activités, quand ces activités florissent et lui permettent d'obtenir les ressources nécessaires pour s'occuper d'elle-même, pour s'occuper de sa famille. Merci. Ludovic, tu es en mute aussi. Ludovic, tu peux activer ton micro? Excusez-moi, j'ai dérapé sur le bouton. Je disais, Enyota, avez-vous un complément sur cette question après vous être présenté? Merci Ludovic, je vous remercie. Permettez-moi d'exprimer toute ma joie de me retrouver ce jour parmi des femmes inspirantes, des femmes qui impactent leur génération, des femmes battantes au parcours admirable dont l'exemple est à suivre. Moi, je suis Enyota Jomeda, je suis togolaise,
juriste de formation. J'ai commencé ma carrière en 2006 à l'autorité de régulation des secteurs de poste et de télécommunications du Togo, aujourd'hui ARCEP Togo, où j'ai exercé en tant que juriste pendant 5 ans avant d'aller à Etisalat Bénin comme chef de division régulation et affaires réglementaires. J'y ai passé 9 ans et demi avant de rejoindre, il y a quelque temps, l'équipe de la direction de l'économie numérique de la commission de l'UMOA en tant que professionnel chargé de la régulation de l'économie numérique. Alors, pour venir à la deuxième partie de votre question, je voudrais vous dire que je suis convaincue que le digital est un facteur clé d'émancipation de la femme pour plusieurs raisons. D'abord, la révolution numérique a un impact certain sur l'économie et la femme africaine porte une bonne partie de l'économie, même si c'est dans le secteur informel. Le numérique est présent, incontournable dans tous les secteurs d'activité et la digitalisation touche tout le monde, que l'on soit un homme ou une femme. Maintenant, la digitalisation contribue à briser le poids socio-historique qui maintenait la femme dans une certaine dépendance. Aujourd'hui, sans avoir de compte bancaire, sans avoir de diplôme, la femme peut disposer d'un compte sur son téléphone portable, faire des achats depuis sa maison, s'ouvrir sur le monde sans que sa position géographique ou sa position sociale ne constitue un frein pour elle. Vous savez, je vais aller plus loin, les femmes sont réputées utilisatrices des usages du numérique avec les services de la vie quotidienne qui se digitalisent de jour en jour, le e-commerce. Et pour moi, c'est un début d'émancipation en attendant qu'elles quittent cette posture d'utilisatrice et prennent aujourd'hui la position de grandes actrices du secteur. Parce qu'il y a plein d'exemples où on voit que le tout premier programme informatique a été développé par une femme, la première thèse en informatique a été soutenue par une femme, et même ici, Madame Marguerite Ouedraogo, qui est présente, une des pionnières dans le domaine de l'économie numérique, Madame Cynthia Aïssi, les exemples sont nombreux, juste que il faut que les femmes dépassent la posture d'utilisatrice pour venir à la posture d'actrice du secteur du numérique. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. On reviendra sur ce point de la posture d'utilisatrice à actrice, notamment en lien avec l'accès à Internet et aux technologies et aux téléphones, notamment quand on parle de digital et de smartphone. Je vous repose la même question, Madame Séné Osebi. Que pensez-vous de cette faculté du digital à accélérer l'émancipation des femmes en Afrique? Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis Séné Osebi, directrice et fondatrice du web média Sport News Africain, lancé en 2019, basé à Brazzaville, en République du Congo. Pour rebondir sur ce que Marguerite et Ignota viennent de dire, bien entendu, ma réponse est également oui, c'est un facteur d'émancipation. Et juste pour rajouter un point qui pour moi me semble essentiel, c'est le point de l'accès à une base de données qui est quand même incroyable, qu'on n'avait pas jusqu'alors. Aujourd'hui, une femme peut se retrouver grâce à son téléphone dans un village ou une ville africaine et décider de se renseigner, avoir accès à cette information-là et commencer à trouver ce type de carrière, chose qu'on n'avait pas forcément il y a 10 ans. Donc, ces jeunes filles, OK, il y a les réseaux sociaux, mais elles ont aussi cette base de données qui est Google, par exemple, où elles peuvent juste taper numérique, elles peuvent taper carrière, elles peuvent taper option. Et c'est le choix qu'on n'avait pas jusqu'alors. Aujourd'hui, il est possible et automatiquement, il permet justement cette émancipation des femmes sur le continent. Très bien, merci. Cynthia, qu'en pensez-vous? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors, moi, je me présente Cynthia ici, donc je suis la directrice de KEOPS-Tech, basée à Abidjan. Donc, KEOPS-Tech, c'est quoi? C'est une solution numérique qui permet de digitaliser en fait le suivi de plis et de colis entre les villes africaines. Donc, on met entre les mains de transporteurs à la fois informels et formels une solution via une application Android pour permettre d'avoir de la traçabilité. Pour répondre à cette question, je dirais qu'aujourd'hui, justement, grâce au digital,
à la fois les femmes et les jeunes filles peuvent vraiment accéder à des réseaux, donc des réseaux de femmes, des réseaux d'entrepreneurs qui peuvent finalement les aider. Donc les aider, par rapport à la communication et les aider à créer des entreprises, mais aussi à accéder à ces services financiers. On parle beaucoup de mobile payments, ces choses qui finalement baignent complètement dans notre quotidien aujourd'hui. Je dirais aussi que les femmes africaines se tournent de plus en plus vers le numérique, notamment au travers de plateformes d'échange, comme ce qu'on fait aujourd'hui, autour d'événements clés ou encore des prises de parole via des tribunes, que ce soit des tribunes d'opinion, pour pouvoir faire entendre leur voix. Et au-delà de ça, je pense que les smartphones et Internet permettent vraiment de faciliter de plus en plus le quotidien et permet justement aussi à celles qui auparavant étaient réduites au silence, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger, justement pour pouvoir construire le monde de demain. Et je pense vraiment que voilà, l'accès au numérique est assurément un facteur d'émancipation pour les femmes qui va, au fur et à mesure, en tout cas, aider à faire tomber les barrières, surtout les barrières sociales, et à renforcer les compétences de chacune. Comme le disait Séné tout à l'heure, on peut aujourd'hui se connecter via Google et voilà, avoir les informations nécessaires. Merci beaucoup. On reviendra sur cette notion d'accès au réseau, enfin en tout cas de création de réseau également. Je voudrais reposer du coup la même question à Fatim. Fatim Nyonyox, vous êtes directrice exécutive de Jocolab. Que pensez-vous de l'émancipation des femmes par le digital? On vous a en mute, Fatim, voilà. Voilà, merci Ludovic, et puis bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui nous suivent également. Donc, je suis Fatim Nyonyox, je suis la directrice de Jocolabs, qui est un réseau d'espaces d'innovation donc présent dans plusieurs pays d'Afrique et qui développe et accompagne toute une communauté d'entrepreneurs pour vraiment leur permettre de trouver de nouvelles synergies, mais d'être vraiment dans un monde de collaboration pour aller vraiment travailler sur toutes les approches innovantes qui puissent être liées au numérique ou pas, pour faire face aux enjeux du 21e siècle. Et donc, ça me permet de répondre oui à cette question d'émancipation grâce au digital, parce qu'aujourd'hui, clairement, le digital permet de connecter ces femmes aux opportunités, et qui dit connexion aux opportunités dit donc passage à l'échelle, donc développement de portage, on va dire, en croissance des différents projets de ces femmes-là. Donc, je pense qu'on en parlera beaucoup plus en profondeur tout au long de ce débat. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, je laisse la parole à Edmond pour nous donner son avis sur cette question après ce premier tour de table. D'accord. Bonjour encore à tout le monde. C'est un plaisir d'être à la même table qu'avec des femmes dans le domaine du digital. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et je voudrais dire encore, il va de soi de dire que c'est à travers le digital que je peux faire votre rencontre aujourd'hui, chacune d'entre vous, de vos différents horizons et de vos différents profils. C'est un honneur pour moi. Et je voulais dire, je suis Edmond de Thébault, Edmond de Dioken Thébault, si vous voulez. Je suis directrice de relations publiques chez Huawei pour la zone CEMAC, mais je suis basée au Cameroun. Je travaille avec Huawei depuis pratiquement 7 ans déjà. Et avant Huawei, je venais de l'univers des médias. J'ai travaillé avec la télévision, notamment STV au Cameroun. J'ai engagé, ou alors je vais dire, j'ai embrassé le monde des relations publiques avec Huawei. Ça fait pratiquement 2 ans, mais avant, j'ai travaillé beaucoup avec Huawei dans le domaine des téléphones, des devices. J'ai été country manager de devices pour Huawei, donc ça cadre un peu avec ce que nous disons aujourd'hui comme les outils de digital. Et je pense que oui, effectivement, le digital permet aux femmes, effectivement, de mieux exprimer leur savoir-faire, de mieux explorer le monde aujourd'hui. Et je pense qu'à travers le digital aujourd'hui, la femme déjà peut avoir accès à une ouverture certaine sur le monde. Elle peut faire de la recherche, c'est-à-dire découvrir, apprendre ce que les autres ont déjà eu à faire, et ça peut effectivement galvaniser sa passion pour le digital ou alors le monde du numérique.
Cet outil aussi permet effectivement à la femme de s'émanciper à travers les recherches, à travers les références qu'elle peut lire. Elle permet aussi à la femme effectivement d'aller à la rencontre des opportunités, d'aller à la rencontre des opportunités, d'aller à la rencontre des échanges comme celle que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec Digital Africa. Et elle permet à la femme, au fur et à mesure aussi, d'être actrice dans ce monde du numérique, c'est-à-dire elle peut désormais exprimer non seulement sa passion, mais son savoir-faire, communiquer sur ce qu'elle est en train de faire. Elle permet à la femme effectivement de construire des synergies, de rencontrer des personnes comme nous nous sommes rencontrés aujourd'hui à travers le digital d'ailleurs. Et elle permet aussi à la femme effectivement d'exprimer son leadership. Elle permet à la femme d'exprimer son leadership et de devenir une référence parce que c'est à travers la visibilité et la communication des actions des femmes dans le digital qu'on peut devenir une référence dans le digital, à mon avis. Merci, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Alors, si on faisait le lien avec ce que vous disiez sur le fait que les femmes étaient actrices, ça leur permettait d'être actrices, les femmes ont toujours été obligées d'être un peu entrepreneuses pour pouvoir parfois survivre. Et si aujourd'hui 22% des femmes sont entrepreneuses sur le continent, est-ce que ce n'est pas aussi lié à leur histoire? Et j'ai lu d'ailleurs dans un article sur Internet que Fatima Nyang-Dox disait que beaucoup de femmes ont vu leur mère créer de la richesse, d'où une fibre entrepreneuriale développée chez la femme africaine. Est-ce que c'est une raison, si ce n'est la seule, qui a poussé les femmes aujourd'hui à être par ailleurs beaucoup plus actrices de leur avenir, et notamment est-ce que le digital accélère cette capacité à être entrepreneur? Je crois que du coup, cette question s'adresse à moi, Ludovic. Oui, tout à fait, pardon, excusez-moi. Alors, écoute, j'ai envie de dire qu'en fait, le mot entreprendre est un mot nouveau, mais qui existe depuis des siècles en Afrique, parce que finalement, la femme africaine, en tout cas chez nous en Afrique, une femme, naturellement, elle va entreprendre parce qu'elle doit faire manger sa famille, elle doit éduquer ses enfants, elle doit les inscrire à l'école. Donc, je pense que naturellement, le mot entreprendre pour nous, c'est vivre. Donc, la femme africaine, elle vit. Et je pense que c'est un mot que tu as utilisé en parlant de survivre tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas vraiment le choix. Donc, de manière très naturelle, elle va trouver les voies et les moyens de pouvoir pallier à ses obligations familiales, si on peut l'appeler ainsi. Mais surtout, ce qui est important à retenir, je pense, c'est que le schéma traditionnel faisait que depuis des siècles, les femmes étaient dans le troc, parce que c'était, j'ai de l'igname que j'utilise, mais à un moment, il me faut de la tomate et du piment pour cuire cet igname-là. Et à ce moment-là, je vais peut-être aller voir Edmonde pour voir si elle a du piment et qu'on fasse un troc entre l'igname et le piment. Et naturellement, à un moment, on est arrivé à la monnaie fiduciaire, je veux dire, qui vient prendre place à ce troc qui était initialement, en tout cas, en place, et qui fait qu'aujourd'hui, de manière naturelle, parce que souvent on nous parle de femmes, il faut faire de l'éducation financière, mais les femmes, elles épargnent naturellement. J'ai envie de dire qu'elles n'ont pas forcément même besoin d'aller sur de l'éducation financière parce qu'elles le font par obligation, sinon elles ne peuvent pas vivre. Donc aujourd'hui, quand on dit que les filles, c'est de leur mère qu'elles voient, qu'elles ont créé de la richesse, qu'elles ont entrepris, c'est qu'elles suivent également c'est une sorte d'hérédité qui est derrière en fait et qui fait qu'elles n'ont plus le choix. Aujourd'hui, c'est vraiment très fiduciaire, certes, mais également aujourd'hui, elles ont les opportunités que les femmes d'hier n'avaient pas encore, c'est-à-dire cet accès au digital, ces réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, qui sont de véritables boosters, notamment aux échanges, mais également qui permettent de les connecter entre elles, qui permettent en tout cas de pouvoir mettre davantage en lumière les différents produits qu'elles proposent, mais aussi toute cette fibre entrepreneuriale qu'elles développent. Elles l'ont en fait de manière naturelle. Et c'est pour ça que ces propos étaient vraiment très, très spécifiques parce que chez nous, en Afrique, on n'entreprend pas, on vit.
Et donc, c'est un quotidien que nous subissons maintenant avec ces réalités, avec le digital qui vient être un véritable booster. Et je pense que nous avons cette création de richesse qui nous permet aujourd'hui de dire que les plus jeunes créeront encore plus de richesse grâce aux nouveaux outils qui seront en place, grâce aux facilités que nous allons leur permettre. Si on prend par exemple l'exemple, parce que les femmes, tu as parlé d'un chiffre tout à l'heure, c'est seulement 24% qui sont, on va dire, entre guillemets, connectées. Mais en fait, 24%, elles sont où les 76% autres? Ben, elles sont dans le secteur informel et c'est elles qui génèrent de la richesse en réalité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on crée vraiment des outils qui soient culturellement adaptés également à ce que ces femmes, par rapport aux besoins de ces femmes, qui pour la plupart sont dans le secteur informel, parce qu'aujourd'hui, nous sommes pas vraiment nombreuses à être dans ce cercle aux manettes digitales, qui est le titre un peu de cette conférence, mais nous sommes de celles qui allons justement permettre à celles qui sont dans le secteur informel, celles qui créent de la valeur, parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que nous-mêmes, de pouvoir justement créer davantage de la valeur, créer davantage de richesse, mais aussi donner envie aux générations suivantes de pouvoir suivre les traces justement d'une économie informelle qui a besoin d'être davantage connectée au digital pour être mieux connue. Notamment, je donne un exemple, il faut savoir créer des nanocrédits, par exemple, pour ces femmes-là. Mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a des grandes structures, je ne vais peut-être pas citer de nom pour ne pas faire de la publicité, mais qui ont des banques et du mobile payment, mais qui ne sont pas assez accessibles à ces femmes. Et je pense que c'est le moment aussi de revoir un peu le schéma d'intégration et d'inclusion de ces femmes dans les dispositifs financiers et les faire le plus adapté en tout cas culturellement, parce que c'est différent du Cameroun au Sénégal, de la Côte d'Ivoire au Mali, mais les schémas sont classiques et ils restent idem pour tous les pays africains et pour toutes les femmes africaines. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a autour de cette table une entrepreneuse, c'est Néo Sébi, vous êtes vous-même entrepreneuse. Qu'est-ce qui, quand on entend qu'en effet, voilà, c'est dans les gènes, en tout cas dans l'habitude des femmes d'être entrepreneuses pour des questions de survie. Vous avez entrepris dans le digital. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? Qu'est-ce qui a été possible pour vous et qu'est-ce qui vous pensez manque aujourd'hui pour que plus de femmes comme vous puissent prendre ce chemin? Alors, moi, personnellement, j'ai entrepris dans le digital parce que clairement, il y avait une niche, il y avait une opportunité à saisir. Donc, le magazine Média aujourd'hui va traiter de toute l'actualité sportive panafricaine. Donc, on va vraiment suivre nos talents qui évoluent et sur le continent et à l'extérieur, et même plus encore, même les afrodescendants. Donc, on va essayer vraiment d'avoir un magazine qui va regrouper nos actus avec une rédaction qui va traiter l'information vraiment d'un point de vue africain à chaque fois. Et c'est vrai que quand j'ai lancé le magazine, la problématique, c'était de savoir déjà où allait être basé le siège, comment travailler en pleine pandémie, comment embaucher. Et une problématique qu'on a très souvent, notamment sur les femmes et les profils féminins, c'est où trouver les bons profils, notamment quand on veut embaucher sur le continent. On ne va pas avoir de plateformes comme Indeed ou des choses qu'on pourrait retrouver en Europe. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille, ce qui est un peu dommage. Ça va être beaucoup des plateformes comme LinkedIn. Et là où je veux en venir par rapport au digital et au numérique, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas avoir de centre de formation où des personnes qui sont entrepreneuses, par exemple, pourraient venir et demander à débaucher certains profils. On manque de centres de formation, on manque de plateformes digitales où justement ces profils sont reconnus, parce que derrière, ces jeunes filles ou même ces jeunes garçons n'ont pas accès finalement à ces plateformes-là. Et quand tout à l'heure Fatima parlait, d'ailleurs à juste titre, elle disait c'est dommage parce que pour de la nano-finance ou pour des microcrédits, on va avoir quelque part une publicité qui n'est pas accès ou qui n'est pas ciblée sur, pour moi, la vraie cible sur le continent, à savoir des femmes avec des faibles revenus ou des personnes vivant en zone rurale. On va toujours cibler ces personnes qui déjà, elles-mêmes, vont avoir le réflexe d'aller chercher ce type d'informations. Donc finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et on va avoir des grands groupes
qui vont essayer d'avoir une forme de publicité qui ne répond pas finalement aux besoins locaux. Et on va manquer de visibilité. Et derrière, les gens, il y aura toujours ce problème d'accès à l'information, à la bonne information. Et en fait, on reste un petit peu dans nos carcans, quoi. D'accord. Et donc, vous parliez de la formation. On a des chiffres qui montrent que seulement 14% des étudiants dans les filières informatiques sont des femmes. Ça rejoint, j'imagine, ce que vous disiez sur le faible nombre de centres de formation. Et vous-même, vous avez des problèmes pour accéder à ces profils? En fait, on parle de centres de formation, mais avant même les centres de formation, il y a les universités. On peut parler d'universités publiques. Et là, je rejoindrai encore une fois de plus Fatima. Ça va vraiment dépendre des pays. C'est-à-dire que les universités à Dakar ne vont pas être les mêmes à Kinshasa qu'à Douala. Donc, on va vraiment avoir à chaque fois des niveaux, que ce soit en termes académiques, scolaires ou même juste d'infrastructures, qui ne vont pas être les mêmes. Et on va se retrouver dans des zones où même si les gens ont cette volonté d'apprendre et de se cultiver et d'approfondir leurs connaissances, vont se retrouver forcément confrontés à ce manque d'infrastructures, à ce problème. On va arriver dans les universités, mais déjà, elles sont bondées. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'outils informatiques. Quand il y a les outils informatiques, on n'a pas forcément la connexion Internet tout le temps. Donc, même si l'on souhaite le faire, souvent, on se confronte aux réalités du pays. Alors, du coup, on a autour de la table également quelqu'un qui travaille sur une entreprise tech, pour une entreprise tech qui sont notamment autour des métiers de la logistique. Cynthia, est-ce que vous partagez ce sentiment et cette difficulté à trouver en Côte d'Ivoire, et peut-être pas qu'en Côte d'Ivoire, les talents chez les femmes et de donner envie à ces femmes de venir rejoindre une entreprise comme la vôtre? Tout à fait, je rejoins parfaitement ce que disait Séné. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc moi j'avais lu un rapport justement c'est une ONG, l'ONG One, qui disait justement que les femmes qui vivent dans les pays les moins développés, en parlant de l'Afrique subsaharienne, sont 31% moins susceptibles d'avoir accès à Internet. C'est vrai que la révolution numérique en Afrique, on a dit que c'était une chance, que c'était une vraie opportunité pour l'émancipation des femmes, mais le pilier reste vraiment l'éducation et la formation. Et c'est là où le bas blesse un petit peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mise en place de la numérisation des systèmes éducatifs doit normalement permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'éducation. Et le personnel éducatif doit aussi être formé à ces nouveaux modes d'enseignement, justement pour permettre une vraie prise en charge efficace des étudiants. Et le très bel exemple, et moi c'est un exemple en Côte d'Ivoire ici qu'on a vécu et que j'imagine plein d'autres pays ont pu vivre, je dis pendant Covid, mais on est toujours dans cette pandémie-là. Mais c'est vrai que l'année dernière, où on ne savait pas vraiment vers où on allait, on a eu une comparaison très, très, très tangible ici. C'était toutes les écoles privées avaient mis les enfants 100% télétravail et voilà, donc moi j'avais dans mon entourage des petits cousins, des petits neveux et nièces qui avaient aucun souci à suivre leur programme parce que voilà, les écoles étaient équipées, les professeurs étaient formés justement pour pouvoir suivre ces cours à distance. Dans le domaine public, c'est bien plus compliqué. Et donc là, j'imagine qu'en un an, j'imagine même pas le retard qui a pu s'accumuler par un manque de formation déjà, parce que c'est bien beau d'avoir du matériel, de l'infra, mais derrière, il faut de la formation. Je prends aussi l'exemple de personnes des fois qu'on a en entretien et avec qui voilà, on va demander OK, est-ce que vous maîtrisez Excel? Est-ce que vous avez oui, pas de souci. Donc forcément dans le discours, c'est ce qu'on dit et une fois qu'on fait des case studies, on se rend compte qu'en fait la formation Excel, elle a été faite sur du papier. Donc, comment derrière, voilà, les choses peuvent s'améliorer. L'Union africaine, je sais, en 2019, avait justement rappelé que, je pense, on était sur plus de 50 millions de jeunes filles et de jeunes femmes qui étaient encore déscolarisées en Afrique. Or, ces jeunes femmes et ces jeunes filles, elles ont besoin, comme tout le monde, justement, d'un accès continu. Donc là, je donne l'exemple de cette pandémie qui nous est tombée dessus. Forcément, j'imagine que dans les zones rurales, les zones urbaines, le privé, le public, forcément, l'accès à l'éducation n'a pas été continuel et n'a pas été de qualité pour justement permettre cette autonomie qu'on recherche.
Et je pense que le développement des cours en ligne, ça reste une opportunité pour tous ces jeunes qui soit ne peuvent pas se rendre à l'école par limitation géographique, par limitation financière surtout aussi. Et je pense que pour toucher voilà, le plus grand nombre de femmes, il faut vraiment apporter le numérique au plus grand nombre et promouvoir justement ce secteur de la tech pour attirer et former les talents de demain, ces talents qu'on a, comme Séné disait tout à l'heure, qu'on a du mal justement à recruter. Tout à fait. Alors, c'est de la responsabilité, bien sûr, des États, des organisations internationales, supranationales. C'est aussi de la responsabilité un petit peu des grandes entreprises. On reviendra sur la partie publique, mais du coup, je voudrais donner la parole à Edmond. Chez Huawei, qu'est-ce que Huawei aujourd'hui propose pour faciliter cet accès à Internet, notamment par les téléphones ou les technologies que vous pouvez promouvoir? D'accord, merci Ludovic. Alors, avant de rejoindre, de parler de ce que Huawei propose aujourd'hui, je voudrais rejoindre Cynthia qui a parlé d'un élément très essentiel dans le numérique autour de la femme, c'est la formation. C'est la formation. Aujourd'hui, comme elle a si bien dit, pouvoir avoir accès aux outils du digital, aux outils numériques, c'est une chose. Savoir les utiliser pour les utiliser à bon escient en est une autre. Alors, il se pose donc un problème de formation à la base parce qu'aujourd'hui, pas seulement en Afrique, en général dans le monde, on voit bien qu'une utilisation précoce des réseaux sociaux parfois peuvent exposer les enfants ou bien alors même les adultes, on l'utilise pas forcément pour des causes très positives. Mais alors, il faut pouvoir former et éduquer nos femmes et nos jeunes à l'importance ou alors l'impact positif du numérique pour l'avenir des jeunes filles, des jeunes femmes et de tout le monde même d'ailleurs. Et je vais chuter par là en disant qu'il est important pour non seulement les systèmes, comme Ludovic le disait tout à l'heure, mais pour nous aussi, les jeunes femmes qui sont déjà dans le monde du numérique, de pouvoir développer soit des programmes, soit des micro-programmes qui permettent effectivement d'encadrer effectivement l'usage du numérique pour la gente féminine. Il permet, et ça ira avec la formation à la base. Alors, j'irais dire qu'aujourd'hui, dans la zone CEMAC, pas seulement dans la zone CEMAC, Huawei est très orienté vers la formation des jeunes, dans des programmes de transfert de compétences dans le domaine des TIC. Nous avons opté pour la formation au niveau universitaire d'abord, parce que vous savez, aujourd'hui en Afrique, l'organisation des pédagogies ou alors des établissements au niveau du primaire n'est pas encore très, très sophistiquée. Mais au niveau universitaire, déjà, ça peut se faire. À l'époque, on ne parlait pas forcément des TIC dans les universités, mais aujourd'hui, c'est quand même, on a beaucoup d'universités avec des filières de TIC, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, nous mettons l'accent, nous créons des partenariats avec des universités d'État et dans le privé aussi, dans lesquels nous faisons des programmes de formation. Nous avons des programmes de formation comme ICT Academy, nous avons des programmes comme Seed for the Future, ICT Competition, qui sont des programmes qui permettent effectivement de former ces jeunes femmes, ces jeunes en fait, même des hommes aussi bien sûr, à l'importance du numérique, à l'utilisation du numérique et à l'avenir du numérique, effectivement. Il y a aussi les risques peut-être du numérique. Il n'y a pas que l'importance, mais il y a aussi les risques. On voit que les réseaux sociaux et le numérique peut apporter son lot de dangers pour les jeunes filles notamment. Tout à fait. Donc, connaître l'usage professionnel ou alors l'importance permettent effectivement de pouvoir encadrer le bon usage et le mauvais usage, différent de celui qui n'a pas reçu de formation et qui est juste allé en balade parce que c'est ce qui fait l'actualité maintenant, ce qui fait le vent en poupe. Donc, nous optons pour les formations professionnelles, l'accompagnement des institutions académiques, ce transfert de compétences. Huawei partage son savoir avec les jeunes. On crée des plateformes, entre autres. Pendant le Covid, par exemple, Huawei a créé on avait arrêté un peu les cours au Cameroun. Il n'y avait pas de colle, tout le monde devait rester à la maison. Mais pendant cette période, effectivement, Huawei a trouvé le moyen de créer des plateformes d'échange pour permettre à ces étudiants qui suivaient les formations de ICT Academy de continuer
à suivre leurs cours, de continuer à apprendre comment je peux dire, à prendre ce savoir que Huawei leur offre gratuitement. Et il faut le dire, pour Huawei aujourd'hui, c'est vrai que c'est un programme qui permet et qui demande beaucoup d'investissement, mais pour Huawei, c'est un programme à caractère social. C'est-à-dire, Huawei prend en charge au Cameroun, par exemple, et dans la zone CEMAC, effectivement, quand nous faisons ce programme avec les universités, nous prenons en charge, nous le faisons comme une responsabilité sociale de transférer à la jeunesse locale le savoir-faire de Huawei dans le domaine des TIC. Et je voudrais dire alors que ce savoir-faire permettra à ces jeunes non seulement de développer la passion pour ce domaine des TIC, mais d'être une réserve de ressources nationales pour le développement numérique et l'économie numérique de leurs différents pays, effectivement. Et ça permettra aussi, effectivement, à ces jeunes dames et à ces jeunes hommes aussi de pouvoir se développer et de se positionner demain dans ce domaine avec une expertise qui est à la hauteur du géant qu'est Huawei dans le monde. Donc, voilà un peu. Et pour moi, je pense qu'effectivement, la formation est très importante au départ. Ensuite, la communication, la visibilité, les références, les synergies aussi, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les synergies permettent effectivement de partager les expériences, de partager le savoir-faire, de créer des plateformes de collaboration qui peuvent ressurgir avec des projets très forts et très impactants positivement. Et voilà un peu mon avis et voilà à peu près ce que Huawei fait au Cameroun et dans la zone CEMAC pour accompagner les jeunes, surtout la jeune femme, aussi à non seulement s'intéresser, à s'éduquer, mais aussi à grandir déjà dès la base pour devenir des leaders dans le monde digital de demain. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de formation, d'accès à la formation et du plus jeune âge jusqu'à la vie professionnelle. Je voudrais du coup entendre Marguerite Bonan-Ouedraogo, qui est à la Commission informatique et liberté au Burkina, pour savoir, même si vous n'êtes pas en charge, vous, directement, de ces questions d'éducation et notamment dans les universités ou l'éducation nationale, comment la Commission nationale informatique et liberté voit les choses sur l'accès des jeunes et des jeunes femmes, des jeunes filles, et notamment dans les régions les plus reculées ou auprès des femmes qui ont moins facilement accès à cette éducation. On parlait tout à l'heure du digital dans les écoles privées. Qu'est-ce que le Burkina Faso met en place pour accélérer ou pour faciliter cet accès? Et vous pouvez vous démuter. Voilà. Madame Marguerite, on ne vous entend pas parce que vous êtes encore en mute. Le micro. Oui, je vous remercie encore de me donner la parole. Et au niveau de la Commission de l'informatique et des libertés, quand même, nous avons un volet éducation au numérique à l'endroit de la jeunesse. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis un certain temps, la jeunesse est très avide de ces nouvelles technologies et souvent sans information, se prête à certaines actions, à certains comportements qui vont nuire à l'avenir, à leur vie privée. Donc, nous avons lancé au niveau de la commission en 2014 une campagne d'éducation au numérique qui nous permet d'aller dans les lycées et collèges et notamment dans les lycées des jeunes filles pour les sensibiliser à un meilleur usage de ces technologies à leur profit. Donc, c'est une action que nous avons menée et que nous continuons de mener. Également, nous sensibilisons au niveau de la CIL, les associations féminines, pour une bonne appropriation de ces technologies-là. Je disais tantôt que dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, nous avons organisé un séminaire au cours duquel nous avons réuni un peu plus de 400 femmes, 400 femmes de tout profil confondu, mais des femmes entrepreneurs surtout, et qui utilisent ces technologies-là dans le cadre de leurs activités. Donc, il s'agissait de les accompagner dans l'usage de ces technologies. Également, au sein de la Commission de l'informatique et des libertés, nous avons mis en place une cellule genre et dont les activités sont financées par la Commission. Également, nous faisons de la promotion du genre en nommant les femmes à des postes de responsabilité. Sinon que sur le plan national,
il y a une politique nationale de promotion du genre et cette politique prend en compte la préoccupation liée à la fracture numérique et elle prévoit des actions en vue de réduire cette fracture-là. Et la mise en place d'un ministère en charge de l'économie numérique dont le rôle est de développer les politiques dans le domaine du numérique et un accent particulier est mis à ce niveau sur le rôle de la femme. Également, il y a l'instauration de la journée internationale des TIC chaque année. Cette journée se tient le 4e jeudi du mois d'avril et a pour objectif d'attirer les femmes et de les encourager surtout, les femmes à venir dans le secteur des TIC, promouvoir l'enseignement des femmes et des jeunes filles dans ce secteur-là, conformément aux objectifs de développement définis par les Nations Unies. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que on a quand même si je parlais tout à l'heure d'un manque de parlementaires féminins dans les parlements africains, on a quand même une représentation encore trop faible de ministres ou de ministres délégués en charge du numérique en Afrique. Je crois qu'il y a à peu près 10 femmes, si je ne me trompe pas. Évidemment, les gouvernements changent beaucoup, qui sont ministres en charge du numérique en Afrique. Donc, on voit aussi, malgré tout, qu'il y a peut-être une prise de conscience au niveau des gouvernements de cette vraie compétence de la part des femmes. Et alors, qu'en est-il au niveau de l'UEMOA et Nyota Jomeda? Peut-être avez-vous quelques initiatives ou quelques sujets que l'UEMOA prend en charge autour du numérique pour les femmes? Oui, Ludovic, à la commission de l'UEMOA, il existe depuis 2018 une approche genre qui promeut ce que je vais appeler la transversalité du genre. Pour le moment, il n'y a pas une stratégie spécifique à l'économie du numérique, mais la bonne nouvelle, c'est que le genre est désormais institutionnalisé à travers la définition d'un schéma organisationnel. Alors, il y a un programme régional de promotion des usages numériques qui va aussi prendre en compte le genre dans sa mise en œuvre dans les États membres. Beaucoup sont sensibilisés sur la question de genre. Il y a une forte communication qui s'opère autour et je suis sûre que d'ici à 2-3 ans, avec la contribution des uns et des autres, les programmes et les projets communautaires se pencheront davantage sur la question du genre. Merci. D'accord. Alors, encore faut-il que les gens soient conscients de ces programmes, qu'ils les intègrent potentiellement dans leur politique publique et qu'il y ait une communication aussi qui soit faite, parce qu'on en parlait un petit peu hier lorsqu'on avait préparé cette table ronde. On sent quand même malgré tout aussi un déficit de communication ciblé peut-être. Je crois que c'est Séné tout à l'heure qui disait que souvent les communications, enfin le digital est orienté vers des gens qui sont déjà habitués à utiliser le digital et que peut-être que quand des initiatives lancées par les États ou les organisations internationales sont tournées vers les femmes, il faudrait que la communication soit aussi adaptée à ces femmes qui ne sont pas toujours connectées. Je voudrais revenir vers Fatima. Tout à l'heure, vous disiez, alors vous avez fait l'introduction sur l'entrepreneuriat, vous êtes vous-même au cœur de l'entrepreneuriat dans le digital, et du coup, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu ce que JoCollab peut faire pour faciliter l'intégration dans la société des femmes grâce au tech et au digital. Alors, merci Ludovic. Alors, nous sommes investis dans plusieurs projets justement pour accompagner les femmes. Nous collaborons sur un programme qui est un programme de renforcement de capacité pour les femmes enseignantes, parce qu'en fait, ce qui est important de retenir aussi, c'est que il faut que l'éducation, si on doit parler d'éducation et de formation, c'est vraiment pour permettre à ces femmes d'être beaucoup plus performantes. Donc, qui dit plus performante, dit passage à l'échelle. Et donc, qui dit cela, dit également nouvelle manière d'enseigner. Donc, nous avons depuis maintenant 2 ans, nous participons dans le cadre de l'Africa Code Week, dont nous sommes les représentants francophones, à des ateliers de renforcement de capacité des femmes enseignantes
africaines pour leur permettre justement par l'usage et l'initiation du code informatique d'avoir et de développer surtout cet esprit de logique, de pensée computationnelle, de faire comprendre que le code est accessible à tous et que ce n'est pas juste une histoire de geek. Donc, on a eu cette approche parce qu'il fallait qu'on travaille beaucoup avec des femmes qui sont dans le milieu rural pour s'adapter à elles. Nous sommes des fois dans des zones où il n'y a pas d'électricité et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que nous pouvons coder grâce à la pensée computationnelle sans outils informatiques, parce que c'est une chose également. Et en réalité, ça nous a montré et démontré, on va dire, que beaucoup ne comprenaient pas vraiment cette notion de digital, à quoi le digital était associé, comment est-ce qu'il fallait l'appréhender, parce qu'il y a un gros facteur et un gros frein, c'est que beaucoup ont également peur du digital, parce qu'en tant que parents, et je vois la question de M. Sidi Ndiaye qu'il a posée, c'est qu'il fallait vraiment tenir compte du fait que les réseaux sociaux étaient également très, très dangereux. On en a déjà reparlé. Donc, il fallait déjà aller discuter, sensibiliser, en fait, pour expliquer que le digital, ce n'était pas juste l'utilisation des réseaux sociaux, qu'il y avait d'autres formes d'outils qui étaient là pour permettre justement à ne pas rater le gap vers cette transition digitale, mais surtout pour leur montrer qu'en fait, il ne s'agit pas juste de copier ce qui se fait de part et d'autre, de faire du TikTok, du Snapchat ou juste du Facebook pour regarder ce que l'autre a apporté, mais plutôt se dire que ce sont des outils d'accélération pour les différents projets qui se mettent en place. Donc, nous avons voulu justement, donc ça c'est cette initiative avec Africa Code Week qui continue toujours, accompagner les femmes enseignantes à pouvoir leur permettre, elles, à leur tour, de pouvoir sensibiliser, initier également leurs élèves. Nous avons mis en place également ce qu'on appelle un laboratoire d'éducation qui est destiné toujours aussi à des femmes enseignantes, qui soient dans le primaire, dans l'élémentaire, dans les universités, adopter des approches innovantes grâce au design thinking pour vraiment qu'on essaie de trouver des solutions à la problématique du maintien des filles à l'école. Donc ça également, c'est un des projets phares sur lesquels nous travaillons qui est très important. Nous avons des résultats qui sont très impactants parce qu'on arrive au-delà de cet apprentissage autour des outils digitaux, de faire ressortir des complexités au niveau socio-culturel qui existent, dont on ne se rendait pas vraiment compte et que c'est ce travail acharné qui le permet. Et donc, bien entendu, nous avons tout cet apprentissage pour les plus jeunes parce qu'on a un gros projet qui s'appelle Joko Kids qu'on a lancé depuis 2016. Et ce projet, il est pour les plus jeunes à partir de 6 ans pour leur permettre justement de se préparer à appréhender au mieux les enjeux du 21e siècle. Et l'idée pour nous, c'était de ne pas leur dire c'est du digital à tout prix, c'est du numérique à tout prix, mais c'était comment est-ce qu'on arrivait à exploiter le potentiel de chaque jeune, de chaque femme, et en plus les orienter vers le côté maker, donc beaucoup de fabrication, afin de les pousser un peu ensuite vers le digital, pour leur montrer que vous avez un potentiel. Ce potentiel, il faut d'abord réussir à le déceler parce que nous ne serons pas tous des développeurs, nous ne serons pas tous des geeks, mais comment est-ce qu'on va réussir avec l'apport naturel que vous avez, à savoir le potentiel, vous orienter au mieux et de faire de cet outil un véritable, en tout cas, booster, mais surtout quelque chose qui pourrait aider davantage ces jeunes non seulement à trouver leur voie, mais surtout à l'utiliser efficacement. Donc voilà, on a des pratiques très simples parce qu'on essaie vraiment de créer un parcours digital simplifié qui est adapté à la zone où nous intervenons. Comme nous intervenons beaucoup en milieu rural, donc c'est vraiment de l'apprentissage en langue locale, par exemple, mais également
beaucoup de sensibilisation, parce que je pense que afin de permettre à ces femmes de pouvoir savoir que le digital pourrait en tout cas être un facteur de croissance pour elles, il faut d'abord leur montrer que le digital, il ne faut pas en avoir peur. Il faut pouvoir juste comprendre que, comme dans tout secteur d'activité, il y a du bon et du mauvais, mais que nous devons justement leur permettre d'exploiter, parce qu'en fait, il y a trop de poches inexploitées qui sont là, que nous pouvons, grâce au digital, justement, exploiter davantage, en faire vraiment de la valeur. Et cette valeur-là, pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'on puisse adapter l'apprentissage que nous faisons. Donc voilà, quelques projets. Je ne voudrais pas monopoliser la parole parce qu'on en fait bien d'autres. Mais sur les projets phares pour l'accompagnement des femmes, voilà, ce sont des projets développés non seulement au Sénégal, mais qui sont répliqués dans d'autres pays d'Afrique où nous sommes. D'accord. Merci beaucoup, c'est très riche en effet. Bravo. Je voudrais poser la même question à nos deux entrepreneuses, en tout cas dans des startups ou des sociétés en pleine croissance aujourd'hui en Afrique, que sont Keopstex et Sport News Africa. Je vais jouer un petit peu mon macho, je ne sais pas. On est sur des métiers du sport et du digital et de la logistique et du digital. On aurait tendance à penser que ce sont des métiers, en tout cas, et je pense que c'est totalement faux, plus masculins. Est-ce que ce n'est pas pour vous encore plus difficile d'attirer des femmes dans votre aventure et pour le coup, comment vous le faites? Alors, en commençant peut-être par Séné. Pour moi, en tout cas, je pense que les femmes ont la place qu'on leur donne au sein d'une structure ou d'une entreprise. Donc, c'était mon choix dès le départ de m'entourer de femmes essentiellement. Donc, on va avoir une direction qui, pour le coup, est à 85% féminine. Donc, je me retrouve avec un seul directeur, donc c'est très, très bien. C'est vrai qu'on a des contenus mixtes, donc on va avoir beaucoup de chroniques, beaucoup d'Insta Live, de Facebook Live. Donc, en termes de chroniqueuses, par exemple, j'ai mis un point d'honneur à ce qui est, au niveau des chroniques, une parité, donc hommes-femmes. On va avoir 50% de chroniqueurs hommes et 50% de chroniqueuses femmes. Et ensuite, pareil, en tout cas, dans tout l'environnement, direction, stratégique, opération, j'ai des femmes en tête. Là où je vais avoir un peu plus de mal, ça va être sur le contenu éditorial, donc sur les journalistes sportifs, où là, c'est vrai on retrouve très peu de profils avec des aficionados réellement de sport. On va avoir des femmes qui ont et le background journaliste et le background aficionado. Ça, c'est des profils qu'on trouve très peu. J'en ai eu qu'un pour l'instant. Et donc, je me retrouve avec, là, pour le coup, 15 journalistes hommes et une seule femme. Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir des journalistes sportives en Europe, notamment femmes. Un peu en Afrique, justement, parce que j'aime à ce que ce soit à chaque fois des Africains, et c'est vrai que ce n'est pas les profils. Sur les émissions de foot, notamment, on n'a quand même pas beaucoup de femmes à la télévision. En France, oui. Ça commence, il y en a 2. Voilà. Merci beaucoup. Je repose la même question à Cynthia. Comment faites-vous dans la logistique, dans des métiers réputés, en tout cas, et à tort pour des hommes? Quelle est votre part de féminité dans votre entreprise? Alors, au départ, j'étais la seule femme. J'étais entourée que d'hommes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau des différents départements, donc les directions, on a de plus en plus de femmes. Après, le gros challenge, c'est encore une fois, moi, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser davantage sur tous ces métiers plutôt techniques, parce que du coup, nous, on a lancé depuis juin dernier la création de notre Lab Tech à Abidjan, donc c'est-à-dire recruter massivement tout type de développeurs africains, qui soient du Burkina, du Bénin, pas forcément ivoirien, donc vraiment de toute l'Afrique. Et c'est vrai que ce métier-là a une étiquette très masculine. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve le moyen, justement, grâce à Internet, à avoir la capacité d'être informé et de pouvoir se former. C'est dire, aujourd'hui, être un développeur, ce n'est pas qu'un métier d'homme, ça s'apprend tout aussi bien pour un homme comme une femme. Après, sur les utilisatrices, on va dire que les utilisateurs de la solution
Keopstech aujourd'hui sont majoritairement, je pense à 85 ou 90% des femmes. Ce sont ces personnes qu'on appelle des guichetières qui sont à la fois dans les gares des compagnies donc, de cars qui sont purement dans l'informel, hein, qui sont basées donc, ici à Abidjan, à Djamé, mais qui sont aussi à l'intérieur du pays, dans des environnements où il peut y avoir souvent des coupures d'électricité, où il n'y a pas forcément Internet. Et donc, on a justement développé la solution afin qu'elle puisse fonctionner avec très peu de data et qu'elle puisse aussi fonctionner en mode hors ligne. Donc, je peux créer un colis, au lieu de le faire sur mon papier, je peux le faire sur mon smartphone Android. Et comme le disait si bien Fatima tout à l'heure, la chose la plus importante, c'est vraiment de sensibiliser et d'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire de la révolution numérique, on veut, voilà, le numérique, c'est très bien, ça permet l'émancipation. Mais s'il n'y a pas un minimum, j'ai même envie de dire un minimum d'accompagnement pour expliquer comment ça marche, parce que nous, on a eu beaucoup de problématiques au départ quand on s'est lancé il y a 3 ans, parce que tout le monde était réfractaire à l'utilisation de cette application en se disant « Ah, ça doit être compliqué, ah, ça va changer le fonctionnement ou ma manière de fonctionner, ah, je ne suis pas allée très loin dans les études, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser ?» Et donc, du coup, nous, notre vocation, c'est de se dire, c'est vrai qu'on développe une solution IT, mais à côté de ça, on est sur un vrai accompagnement, c'est-à-dire que vraiment, on suit nos clients, on s'assure qu'ils sont quasiment, en tout cas à 90%, voire 100% autonomes sur la solution avant voilà, de les lâcher. Et c'est vrai que je pense que c'est vrai que le digital plus la logistique, ça n'attire pas beaucoup de femmes. Mais voilà, le secteur, pour moi, aujourd'hui, il nécessite de nouveaux talents africains, aussi bien masculins que féminins. Et je pense que le secteur, justement, ce secteur, donc le secteur du digital, est l'un des rares qui a résisté justement à la pandémie. Et ça doit être une vraie, je pense, une vraie opportunité pour les femmes de marquer le secteur de leur empreinte. Et voilà, je pense qu'il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire en matière de logistique et de tech. Mais vous savez, en Europe, et je crois que c'est dans beaucoup de zones dans le monde, les jeunes filles sont meilleures en maths et en physique que leurs copains, que les garçons. Et pourtant, il y a moins de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs. Donc, il y a aussi cette transition à faire entre le moment où les jeunes filles, on a toutes les capacités pour être ingénieur et le moment où finalement on le devient parce qu'on a envie de l'être, parce qu'on s'oriente vers ces filiales. Alors, je vois une petite anecdote amusante d'un de nos participants qui nous dit 50% de la population mondiale est féminine et le reste de 50%, ce sont vos enfants. Donc, fondamentalement, les femmes sont quand même 100% représentées dans le monde. Je voudrais poser la question peut-être à qui d'entre vous pourrait en parler, puisque on parle bien sûr de l'accès à Internet, au digital des femmes, bien sûr. Enfin, est revenu au tout début de la conversation la difficulté pour une certaine population de ces femmes à avoir accès. Alors, la connectivité, les smartphones, mais aussi les régions, les intérieurs des pays. Et on pense, par exemple, moi, je vis à Abidjan, un pays, la capitale d'un pays très, très, très agricole. Comment permettre aussi aux personnes qui sont dans les zones reculées d'être intégrées dans cette révolution digitale et pas uniquement dans les villes? Est-ce que quelqu'un a une idée ou voudrait s'exprimer sur ce sujet-là? Par exemple, Marguerite ou Enyota ou Huawei avec Edmond? Marguerite? Oui. Je pense que amener les femmes à s'intéresser à ce secteur, pour les amener à s'intéresser à ce secteur, il faut d'abord les éduquer, il faut les encadrer, les accompagner par une formation, par des actions de sensibilisation et les réunir et créer des cadres de concertation et élaborer des stratégies et surtout démystifier le côté technique là au profit de des enjeux de développement. Je pense que ce qui est nécessaire aujourd'hui à la femme, c'est qu'elle puisse comprendre dans quelle mesure la digitalisation peut l'amener à s'épanouir.
Et l'épanouissement est atteint lorsque la femme atteint ses objectifs d'indépendance, surtout financière. Donc, il faut les accompagner, il faut les former. Et je pense que par l'accompagnement, la formation, on peut mettre un accent sur le renforcement de leurs capacités et nécessite beaucoup d'efforts. Il faut aller vers elles, les réunir, pas uniquement dans les centres-villes, mais dans les régions, beaucoup communiquer avec ces femmes-là. Merci. Alors, Huawei a une responsabilité, hein, puisque vous déployez des réseaux. En tout cas, vous êtes un des opérateurs en Afrique important pour le déploiement des réseaux. Est-ce que c'est une priorité pour vous également, les zones reculées? Merci encore, Ludovic. Je voudrais dire, vous savez, dans chaque pays où Huawei est présent, Huawei accompagne la volonté c'est-à-dire soit des opérateurs du gouvernement ou alors le besoin numérique du pays selon la stratégie qui est mise en place pour chaque pays. Donc, nous accompagnons leur stratégie, en fait. Donc, en réalité, quant à où il va avoir du réseau ou il ne va pas avoir du réseau, ce n'est pas vraiment la décision à nous. C'est en fait, c'est-à-dire, c'est l'entreprise, soit le gouvernement qui sollicite, en fait, la couverture de réseau qu'il souhaiterait avoir et dans quelle ville il donne des priorités et à laquelle d'ailleurs. Mais je voudrais compléter sur ta question précédente en disant, Madame Marguerite l'a si bien dit, il y a quelque chose qui est très important à faire. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on parlait des métiers de tèche, on voyait en image rapidement un ingénieur avec ses chaussures de sécurité, avec son casque de protection, qui va dans des zones très, très reculées. Du coup, c'était un métier qui était beaucoup plus pour hommes. Et aujourd'hui, je pense qu'il est aussi important de démystifier effectivement les métiers de tèche pour les femmes. C'est vrai que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles aussi se lancent déjà aussi dans ces filières. Lorsqu'on regarde un peu au niveau des formations que nous faisons au niveau de l'université, il y a énormément de jeunes filles qui sont intéressées, qui sont, comment je peux dire, très engagées et passionnées même d'ailleurs à travers nos programmes. ICT Academy, on a par exemple l'année dernière au niveau du Cameroun, on a formé en 2020 1000 étudiants et on a quand même autour de presque 350 femmes, ce qui est déjà très intéressant. Et on veut dire encore que ce sont des programmes en partenariat avec leurs universités directement. Ça fait que lorsqu'elles entament leur parcours scolaire au niveau de l'université, elles commencent déjà à développer cette passion, elles commencent déjà à partager ce que c'est que ce monde, effectivement, et puis elles partagent des expériences. On essaye en même temps de les encadrer en donnant la priorité à ceux qui sont vraiment passionnés, c'est-à-dire au bout des formations, on leur donne la possibilité de faire des certifications pour attester effectivement de ce transfert de compétences et du niveau qu'elles peuvent avoir au bout de la formation. Et nous organisons aussi pour encourager ceux qui se sont effectivement dévoués à ce genre de programme, à cet apprentissage, à ces formations. On organise des programmes comme Seed for the Future. Alors, Seed for the Future est un programme aussi à travers lequel chaque année, pour le pays où nous sommes, nous donnons la possibilité à environ de 10 à 40 étudiants. L'année dernière, on en a 40. Malheureusement, c'était une année de Covid. Mais depuis 2016 au Cameroun, on donne chaque année la possibilité à 10 meilleurs étudiants dans le domaine des TIC d'aller faire une formation en Chine. Totalement sponsorisée par Huawei, on les amène en Chine pour une période parfois de 3 semaines à 1 mois, ça dépend. Et on leur fait des formations, on leur donne la possibilité de rencontrer nos experts, de toucher du doigt les innovations que nous avons, de visiter nos centres pour leur ouvrir l'esprit un peu plus et de leur permettre effectivement de pouvoir non seulement créer leur start-up après leur passion, mais d'encourager soit leurs camarades, mais ceux qui sont aussi plus jeunes qu'eux. On pense qu'en le faisant au niveau des universités, on est effectivement en train de créer une bonne base qui permette à ceux-là qui sont aussi jeunes d'encourager les autres jeunes filles comme elles à rejoindre les programmes toutefois qu'elles seront à l'université ou alors quand elles auront la possibilité à travers leur entreprise de rejoindre le programme. Ce n'est pas tout. Après les formations de ICT Academy, chaque année aussi, on organise des compétitions, une autre compétition que nous appelons ICT Competition. ICT Competition, c'est un programme que Huawei organise au niveau mondial et permet effectivement aux meilleurs, c'est-à-dire on demande à chaque établissement de constituer une équipe de 3.
une équipe de 3 et on exige à ce que l'équipe qui représente l'université, qu'il y ait au moins une femme. Ça veut dire s'ils sont 3, il devrait avoir au moins une femme. Parfois, on a des équipes où il y a 2 femmes. Hein? Ouais. Parfois, on a des équipes où, oui, parfois on a des équipes où il y a 2 femmes, c'est-à-dire elles sont vraiment fortes. Elles vont aller en compétition avec d'autres pays, effectivement, et que le meilleur gagne. Et je ne vais pas vous le dire, hein, l'année dernière, en 2020, l'équipe du Cameroun a gagné, de l'université de Douala au Cameroun, a gagné la 3e place mondiale pour cette compétition de ICT. Vous voyez un peu, c'est autant de choses autour de la formation que Huawei fait pour permettre effectivement à la jeune fille d'intégrer au niveau de son éducation, de sa formation, effectivement, ce domaine du numérique et que sa passion ne s'éteigne pas avant qu'il ne rencontre, qu'il ne fasse face au domaine de l'emploi. Et au-delà de ça aussi, ce que Huawei fait, c'est que chaque fois que Huawei voudrait faire des recrutements locaux, on donne la priorité à ceux qui ont suivi ces formations de ICT Academy. C'est aussi un moyen d'encourager ceux qui sont sérieux, quoi. Donc, voilà un peu comme ça en général. Ce que Huawei fait localement pour non seulement sensibiliser, former, encadrer, encourager, voilà, les jeunes à participer aux plateformes du numérique, quoi, et à la formation. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de régulation et en effet du rôle que le secteur public doit jouer pour s'assurer de donner l'accès aux zones les plus reculées. Du coup, je voudrais passer la parole à Enyota. Est-ce que, alors, si vous avez un avis sur la question et peut-être partager aussi d'autres choses si vous le souhaitez, qu'est-ce que la commission de régulation hein, de l'UMOA et comment intervient-il sur ces sujets d'accès à toutes les populations? Enyota, voilà. Merci Ludovic. L'UMOA a pour ambition de permettre aux zones les plus reculées d'avoir accès au digital, d'avoir accès aux communications électroniques. Donc, je peux vous révéler que l'année dernière, il y a eu plusieurs études où nous avons demandé à avoir le point des infrastructures dans la zone UMOA, le point des usages du numérique qui ont révélé beaucoup de choses et les études ont, comment dire, révélé le besoin de connecter les zones rurales pour leur permettre de se développer. Alors, nous avons mis en marche un plan sur ces études-là et ce plan devrait permettre de lever des fonds. Nous sommes en relation avec beaucoup d'institutions financières pour nous permettre d'accélérer le processus de digitalisation dans la zone. Voilà ce que je peux dire par rapport à la commission de l'UMOA. En termes de recommandations, je voudrais revenir sur ce que mes consoeurs ont déjà dit, c'est l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le digital devrait pouvoir favoriser l'accès à l'éducation. Nous sommes unanimes à le reconnaître, c'est l'éducation qui ouvre, qui ouvre l'accès à beaucoup de possibilités. Un changement de mentalité est possible. Un changement de mentalité possible grâce à l'éducation parce que la femme africaine, nous l'avons reconnu, elle est une battante, mais elle doit être encouragée. Alors, les initiatives peuvent venir de tous horizons. Un plaidoyer peut amener les pouvoirs publics à accentuer les initiatives en faveur des femmes. Pourquoi ne pas créer, par exemple, un baccalauréat où 50% des élèves sont des femmes, un baccalauréat numérique qui ouvre droit à des bourses. Pourquoi ne pas donner systématiquement des bourses aux femmes qui font des études universitaires dans le domaine du numérique? J'apprécie hautement les initiatives de Huawei déjà dans la zone CEMAC. Notre zone pourrait aussi créer un fonds de soutien à l'entrepreneuriat féminin dans le domaine du numérique. Mais à défaut de ces initiatives gouvernementales ou en face de la faiblesse des initiatives en faveur des femmes, on pourrait créer des creusets de réflexion où les femmes viendront, par exemple, partager leur expérience. Ça permettra de lutter contre les stéréotypes
l'exercice de ce matin, je trouve qu'elle est bienvenue dans la mesure où c'est quand même des femmes leaders qui sont venues parler. Ça permet de sauter ces poids socio-historiques qui confinent certains rôles ou certains métiers à la portée des hommes uniquement. On peut profiter des médias, on peut profiter des réseaux sociaux pour parler des métiers du numérique, vulgariser les moyens pour y accéder, informer de toutes les opportunités offertes par le secteur du numérique. On pourrait organiser des rencontres avec des jeunes élèves, avec des étudiants, dans le but d'impulser auprès d'elles des vocations pour les métiers technologiques. On peut leur communiquer le goût d'aller plus loin, surtout vers les filières des études numériques, les accompagner dans leur intégration au sein des entreprises. Il y a beaucoup d'actions qu'on pourrait faire. Et comme je l'avais dit, il y a certaines actions qui vont être intégrées aux programmes et projets d'accélération du digital en Afrique à la commission de l'UEMOA. Je viens d'arriver dans une direction où, par exemple, je suis la seule femme dans l'équipe de la direction de l'économie numérique. Je peux dire que c'est une avancée. Et avec le temps, les programmes prendront en compte le concept de genre. Merci. Mais vous parliez de plaidoyer, l'UEMOA peut être force de proposition auprès des États pour aller… Bien sûr, c'est en voie. Je peux vous rassurer que c'est en voie. Il y a plein de projets, déjà projets pour l'accélération du digital en Afrique de l'Ouest qui pourraient justement prendre en compte l'aspect genre. Très bien. Merci beaucoup. Je vais vous poser à toutes les 6 la même question pour conclure cette discussion et éventuellement prendre ensuite quelques questions des participants, même si j'en ai pris quelques-unes au cours de notre discussion déjà. Et en commençant par Séné, est-ce que si vous aviez une recommandation particulière, voire plusieurs, mais en tout cas une un peu forte à faire à tous ceux qui nous écoutent et en espérant qu'il n'y ait pas que des femmes qui nous écoutent, parce que je vais vous donner une anecdote. Un jour, je participais au Women's Forum en 2008. Je sponsorisais les femmes du Proche-Orient, pour le coup, qui participaient à ce Women's Forum. Et je devais être parmi les à peine 5 ou 10% des hommes dans l'assistance. Et en effet, c'était passionnant d'écouter toutes ces femmes extraordinaires, pleines de pouvoir, discuter. Mais on me posait la question, mais que faites-vous là ? Et je répondais, mais si aucun homme est là pour écouter ce que vous avez à dire, finalement, votre discours restera, malheureusement, aura une portée qui ne s'arrêtera qu'à 50% de la population, même si vous êtes tous les femmes des mères des 50 autres. Voilà, donc j'espère juste qu'il y aura suffisamment d'hommes pour nous écouter aujourd'hui. Et donc, pour écouter vos recommandations, Séné, si vous en avez. Je pense que je vais juste rajouter un dernier point. On a beaucoup parlé d'éducation, de formation. Et moi, je pense que la e-conférence d'aujourd'hui devrait aussi nous faire parler de réseautage, de networking. Si on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer aujourd'hui, de discuter de ces thématiques, je serais un peu moins sur la transition numérique et le digital et la pénétration des femmes dans le digital en Afrique aujourd'hui. Donc, on en apprend beaucoup de ce type d'initiative. Donc, moi, je pense qu'on devrait aussi essayer d'accentuer un petit peu tout ce qui est ICT Academy, dont parlait Edmond, tout ce qui est rencontre, dont parlait à l'instant Enyota, mettre en place plusieurs e-conférences, essayer de pousser un petit peu, de monter des réseaux de femmes assez puissants et avec un gros maillage sur le continent pour avancer ensemble un peu plus efficacement, je pense. On en parlait hier, il y a eu une initiative européenne, la journée de la femme digitale, qui a été exportée au Sénégal, enfin en tout cas en Afrique et au Sénégal en 2019. On n'en avait pas entendu parler nous-mêmes de cette journée. On se posait la question, tiens, ce genre d'initiative, quelle portée peut-elle avoir et comment faire pour que toutes les femmes puissent en entendre parler. Donc oui, cette notion de réseau est aussi importante pour garantir… Et puis je pense qu'on en parle beaucoup justement sur le digital et que sur le digital. Du coup, on retrouve aussi toujours ce problème de visibilité où il va falloir quand même allier un petit peu des deux, c'est-à-dire rester sur du contenu un peu plus classique. Et puis, on parlait sur des chaînes de télévision, on parlait des JT, on parlait dans des magazines papier. Et OK, on est sur du digital, mais il va falloir avoir une vision un peu plus inclusive.
tout à fait. Et d'avoir des porte-paroles peut-être traditionnels autour du digital. Comme vous, Ludovic. Merci beaucoup. Je vais poser la question maintenant à Cynthia. Est-ce que vous avez une recommandation à faire pour garantir qu'un jour, les femmes, si ce n'est aux manettes, puissent être au moins, à minima, l'égale des hommes en termes d'influence en Afrique et grâce au digital? Bon, je pense qu'on a beaucoup toutes parlé de l'éducation et de la formation. Moi, je préciserais juste de la formation spécialisée. On n'en parle pas souvent. Et je pense que de la formation spécialisée dans ce domaine du numérique, ça permet justement de devenir fondamentalement compétitive. Et la deuxième des choses, c'est l'importance justement de pouvoir rendre ces femmes, les femmes autonomes. Et je pense que pour cela, il faut aussi, pour moi, la solution qui est la plus évidente, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations, c'est vraiment de mettre en place des politiques de recrutement qui soient favorables aux femmes pour leur permettre justement cette autonomie. Et vous seriez prête en tout cas, vous seriez prête à favoriser des quotas, par exemple? Je parlais même pas, je faisais pas allusion à des quotas. Je prends un exemple très personnel. Alors moi, j'ai démarré l'aventure, par exemple, de K-Obstec il y a 3 ans. Et j'étais enceinte, j'ai pu monter la société, il n'y avait absolument rien. Qui serait prêt aujourd'hui, quel homme ou même quelle femme serait prête à se dire « Ok, je fais confiance à cette femme qui veut s'impliquer, qui veut lancer la boîte, mais voilà, qui est dans un état de grossesse ». Est-ce que ce serait forcément un point bloquant pour la majorité des personnes? Et je parlais plutôt de ce type d'exemple-là. Alors, qui peuvent être justement des grosses barrières pour l'émancipation et pour l'évolution de la carrière de la femme, en fait. Tout à fait. Alors, de mon point de vue, je pense qu'on va vers une évolution positive dans ce sens-là, mais que bien entendu, encore énormément d'efforts doivent être faits pour s'assurer que, quelle que soit la position de la femme, qu'elle soit mère d'enfant, qu'elle soit enceinte, il n'y ait pas de discrimination ni à l'embauche, ni à l'évolution de carrière. Et c'est un vrai sujet qu'on rencontre de toute façon partout et même en Europe, bien sûr. Est-ce que je vais passer la parole maintenant à Fatima? Est-ce que Fatima, vous avez une recommandation particulière à faire? Alors oui, moi, je voudrais juste dire qu'il faudrait encourager, en tout cas, les partenariats publics et privés pour une chose essentielle qui est l'accès aux infrastructures. Parce que c'est bien beau de parler du digital, mais quand on n'a pas accès à une connexion, donc la connectivité, etc., il est bien difficile de pouvoir en parler, d'être sensibilisé, mais surtout de pouvoir en jouir. Donc, je pense que le partenariat public-privé doit être beaucoup plus important, que ce soit, je vois que Huawei travaille beaucoup dessus, l'UOMOA, donc les États de chaque pays, mais également les services, les telcos, qui opèrent en Afrique énormément, qui font beaucoup de chiffres d'affaires. Je pense qu'il faut qu'ils s'intègrent, en tout cas qu'ils soient plus inclusifs dans le modèle d'accès à la connectivité, au lieu de juste vendre en fait, de la connexion. Il faut faciliter également l'accès à la connexion. Je pense qu'ils y travaillent tous un peu plus, mais j'encourage vraiment cette collaboration privée, publique, parce que c'est essentiel. Et pour finir, je pense qu'une chose importante, c'est d'accès aussi, de structurer le système monétaire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de femmes, je pense qu'on pourrait juste se dire donnons l'argent aux femmes, et je pense que tous les maux de la terre seraient résolus, et ça, c'est un gros problème. Il faut structurer le système monétaire, il faut inclure, créer de nouveaux mécanismes innovants en termes d'accès au financement pour ces femmes-là, notamment celles qui sont dans le secteur informel, celles qui sont en zone rurale. Développer de nouvelles formes, notamment à travers le mobile payment, de collecte, par exemple, de leur tontine, etc., d'intégrer davantage la microfinance en tant qu'alternative, par exemple. Donc, voilà, c'est juste quelques petites recommandations.
Et après, bien entendu, on a parlé de formation. Je préfère qu'on parle de formation plutôt que d'éducation, parce que je pense que l'éducation se fait à la base, mais aujourd'hui, en termes de renforcement de capacité, il faut, comme l'a dit Cynthia, aller sur vraiment des formations qui sont très spécifiques, mais surtout qui soient adaptées aux femmes que nous ciblons. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Edmond. Edmond, et par ailleurs, peut-être que vous pourrez en profiter pour répondre à une question qui vous est posée directement sur les programmes, sur la manière dont les Ivoiriens peuvent participer au programme que Huawei sponsorise. Oui, merci Ludovic. Je crois que je viens de lui envoyer une réponse aussi en inbox. Je lui ai demandé de se rapprocher de notre bureau de Côte d'Ivoire. Il aura toutes les informations. Il faut juste aller au bureau de Huawei en Côte d'Ivoire. Donc, une fois que vous êtes là-bas, toute personne que vous aurez rencontrée qui fait partie du bureau va forcément vous donner toutes les informations nécessaires. Il faut juste se rapprocher du bureau. Il y a ce programme est effectif en Côte d'Ivoire aussi. D'accord. Alors, pour conclure, je dirais, comme Fatima le disait si bien avant moi, la formation reste la clé, effectivement. Déjà, pour s'assurer que nos jeunes sœurs, nos jeunes frères aussi, ont déjà la formation ou alors l'éducation qu'il faut dans le domaine des TIC, dans les usages, pour pouvoir encadrer leur passion dans ce domaine, encourager la passion aussi. La formation reste la clé pour l'avenir des femmes dans le domaine des TIC, effectivement, et dans le digital. Je pense aussi que sensibiliser, nous, en tant qu'aînés, nous avons un rôle important à jouer, que nous n'hésitions pas toutefois que nous avons la possibilité de partager nos expériences, de donner nos voix pour encourager ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-dehors qui pourraient être passionnés, qui sont passionnés, mais qui manquent de références, effectivement, pour pouvoir embrasser le domaine des TIC, que nous les aidions, toutefois que nous en avons l'occasion, à démystifier, effectivement, le rôle de la femme autour de ce développement du digital. Et aussi que nous trouvions le moyen d'encourager, autant de nos différentes positions, d'encourager les politiques à devoir construire effectivement un environnement favorable au développement de la jeune fille dans le domaine des TIC. Donc voilà, c'est mon avis. Merci beaucoup. Et pour finir ce tour de table des recommandations, je me retourne vers Marguerite. Marguerite, qu'est-ce que vous feriez comme recommandation pour permettre aux femmes d'être aux manettes un jour du digital en Afrique? Oui, Ludovic, je ne vais pas répéter tout ce que les autres ont dit. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Et je vais appuyer les propos de Fatima concernant l'intervention des PPP. Et il faudrait sensibiliser les acteurs publics et privés surtout, les inciter à accompagner fortement les organisations féminines, les inciter à produire et utiliser les nouvelles technologies pour développer leurs activités rémunératrices. Également, concentrer les efforts de Oula, on vous a perdu, vous êtes un mute à nouveau. Dans les zones favorisées surtout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelques minutes. Alors, nous avons quasiment terminé notre séance. D'abord, je voudrais vous remercier énormément pour vos interventions, pour la facilité du dialogue que vous m'avez permis d'avoir. C'était très riche. C'est évidemment incomplet. On ne sera jamais complet en 1h30 sur ce sujet. Et vous êtes bien sûr là pour continuer le débat, que ce soit entre vous et avec tout votre entourage et toutes les personnes qui ont participé ici au travers des échanges que vous pourrez avoir avec eux. Il m'est posé une question curieuse, laquelle je me permets de relayer ici si quelqu'un a la réponse. Une personne qui demande comment ça se fait que la majorité des community managers soient des femmes. Alors, est-ce que c'est une réalité? Je ne sais pas. Mais est-ce que quelqu'un a une réponse à donner à ça? Moi, personnellement, j'ai bien l'impression que ce soit vrai. D'accord. Quand je passe des annonces ou même autour de moi, des collègues dans d'autres industries, c'est vrai qu'on retrouve très souvent dans ces profils des jeunes filles. C'est assez étrange, que ce soit sur le continent ou même en France ou en Occident. Je vais souvent avoir 65 à 70% de profils féminins
qu'en 30% de profils masculins sur des jobs de CM, de community management. D'accord. Est-ce que c'est, alors je pose un pavé dans la marge, j'en sais rien, est-ce que c'est parce que dans la communication également, en général, c'était des métiers plus féminisés peut-être que masculins, et est-ce que c'est lié? Et puis, c'est lié aux réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que, par exemple, sur un outil comme Instagram, c'est quand même quelque chose, je trouve que ça reste très féminin. Et je pense que les femmes ont plus tendance à avoir cette vision, cet esthétisme d'une page Instagram. C'est mon avis, hein, ça ne veut pas forcément dire que… En tout cas, moi… Étrangement, il y a plus de femmes, oui. Voilà, ma fille et mon épouse l'utilisent beaucoup plus que moi. Voilà. Donc, Voilà. c'est une réponse. Ok, est-ce que je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mesdames. Moi, j'étais vraiment ravi d'échanger avec vous. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose avant que nous concluions cette séance? Vous avez le droit de faire de la publicité, par exemple. Non? Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. On a tenu des délais d'1h30. J'ai été encore une fois ravi d'échanger avec vous. La préparation fut très agréable et la richesse de vos discussions passionnantes. J'espère avoir l'occasion de continuer d'échanger avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement. Et donc, je rends la parole et l'antenne, entre guillemets, à Digital Africa. Merci. Merci Ludovic pour ta brillante modération. Je remercie nos chers panélistes d'avoir partagé avec nous aujourd'hui leur retour d'expérience et leurs recommandations afin de permettre aux jeunes femmes d'être actrices dans ce monde numérique. Merci à l'ensemble de nos participants de nous avoir suivis et je vous invite tous à nous suivre sur les réseaux sociaux de e-conférence. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, Merci, au bonne revoir. journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Bye bye.